9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Il est 9h25, la vérité en face avec Boualem Sansal, écrivain franco-algérien. Je dis franco-algérien parce que vous venez d'obtenir il y a quelques mois, Boualem Sansal, bonjour. Bonjour. La nationalité française. Ouais, c'était vital quasiment pour vous, non? C'est ça? Oui, c'est vital. Moi, depuis chaque matin, je découvre que je suis libre et plus heureux que la veille. Oui. C'est formidable. Oui. Pourquoi? Parce que ça devenait invivable pour vous en Algérie. Ça devenait invivable. C'était, on entretenait autour de moi une sorte de menace comme ça, larvée, qui était pas vraiment visible, hein, mais des menaces, des insinuations, des campagnes. Alors, c'est par qui, on ne sait pas, demandant à ce que je sois destitué de ma nationalité, que je sois chassé, etc. Enfin, bref, mais voilà. Bon, et donc, la nationalité française, vous êtes sur le territoire français, et vous devenez quasiment le plus grand ambassadeur ou représentant ou défenseur du français. Ouais. Avec ce livre, Le français, parlons-en, Boualem Sansal, où vous dites que c'est un cri d'amour en quelque sorte à la France, et puis à notre langue, quoi. Pourquoi? Parce que la langue, quelque part, c'est aussi un rempart face à différentes attaques pour garder une forme de souveraineté, d'unité, c'est ça? Ouais. Bon, d'abord, moi, je suis francophone de naissance. Donc, quand je suis né, l'Algérie était française. Donc, j'ai fait l'école républicaine. Et puis, j'ai eu la chance tout au long de ma scolarité, d'avoir des enseignants extraordinaires qui nous ont abreuvé de cette langue. C'est un élixir, hein. Donc c'est le français qui a nourri la révolution algérienne. Les Algériens se sont battus en se servant de cette arme extraordinaire dont pour laquelle Kateb Yassine, le grand écrivain algérien, disait le français est notre butin de guerre. Donc les activistes du FLN dans les années 50-60, c'était des francophones, hein. Et se sont servis de ce que véhicule cette langue. L'indépendance, la liberté, la démocratie, la laïcité, mais malheureusement, ces francophones ont été doublés, coiffés au poteau à l'indépendance. Ce sont plutôt les durs, les militaires, les islamistes et les arabisants qui ont pris le pouvoir. Et du coup, les francophones, ils ont fait profil bas où ils sont partis. Et à travers, donc, dans votre livre. Alors, votre livre, ça se présente sous la forme d'un dialogue semi-imaginaire, ou en partie imaginaire, entre un vieux maître, un sage, en quelque sorte, quoi, qui pourrait être vous. Moi. Voilà, c'est ça, Boualem Sansal, et un jeune journaliste qui vous pose en fait des questions, français, qui vous pose des questions, et vous dites que la France, donc il y a le langage, mais c'est le pays d'une façon générale, n'est plus ce qu'il était, n'est plus la France des Lumières, n'est plus la France qui a marché des 30 Glorieuses, n'est plus la France telle qu'elle apparaissait sur la scène internationale. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va plus, effectivement, selon vous, en France, alors? On ne sait pas trop, donc c'est évidemment très compliqué, l'évolution d'un pays. Mais ce qu'on observe, c'est que depuis à peu près une cinquantaine d'années, la France est sur une ligne de déclin. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des révisions géostratégiques. La France, qui a toujours été un pays très souverain, vraiment, beaucoup même, hein. Peut-être même trop. Alors oui, trop, c'est ce qu'on nous reproche, et notamment avec l'État colonial, aussi. Il y a eu des abus. C'est ça qui a fait la personnalité de la France, c'est ça. La France voulait être grande en tout. Sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan philosophique, sur le plan loisir, et elle avait réussi. C'était ça l'image. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une reconfiguration du monde. Le bloc socialiste derrière Moscou et le bloc occidental derrière les Américains, plan Marshall. Et là, la France a été dépossédée petit à petit de tous ces éléments, de tout ce qui faisait la France. Elle s'est américanisée, anglicisée, germanisée. Et voilà. Et ça a entraîné des déclins par compartiment entier. D'abord, elle a perdu ses colonies. Ensuite, elle a perdu son industrie.
son influence politique, sa culture. Peut-être même son agriculture, on en parlait tout à l'heure, qui est en train de... ce que nous disaient des agriculteurs tout à l'heure, qui étaient très inquiets pour l'avenir, quoi. Bon, voilà, dans des secteurs qui me sont vraiment très chers. Moi, je suis un scientifique, je suis un dingue de mathématiques. La France, c'était la première école de mathématiques dans le monde. Oui, c'est vrai. On est toujours quand même pas mauvais, en fait, en mathématiques, non? On fournit pas mal de monde encore pour les Américains, les jeunes. Mais ils partent. Voilà. Maintenant, on est dans le classement de l'OCDE. On a toujours été premier. Ouais. On est passé maintenant au bas du tableau. Hein. Ouais. Dépassé par l'Inde, enfin bref. Et donc là, mais ce qui est terrible, ça, on peut dire que c'est des vicissitudes de l'histoire. Hein. Il y a des hauts et des bas. Ouais. Non, mais c'est que les Français se complaisent dans cette situation. Pas tous, quand même, si. Oui, si, beaucoup. Beaucoup. À part peut-être dans les campagnes où là, vraiment l'esprit du clocher. Le vote du Rassemblement national, est-ce que ce n'est pas cette expression, ce ne sont pas forcément des gens fascistes ou ni quoi que ce soit, mais une expression de gens qui veulent une révolte, mais qui ne savent pas à qui s'adresser, non? C'est simplement politique. Oui, il y a un discours comme ça, mais très vague, il n'est appuyé par rien. Quand on lit la littérature issue de ce milieu, c'est très léger. Enfin, ils vont pas Est-ce que vous connaissez un philosophe du Rassemblement national? Non. Non, voilà. Bien sûr. Côté gauche, on en a tenté plus. Michel Onfray, d'autres qui arrivent, donc qui donnent... Toujours à gauche, Michel Onfray, d'ailleurs, pour vous. Parce qu'on dit beaucoup de ces intellectuels, et vous allez citer sans doute Michel Onfray, Finkielkraut, et quelques autres. Etc. Est-ce que c'était des intellectuels qui appartenaient à la gauche? Est-ce qu'ils appartiennent toujours, selon vous, à la gauche? Ils appartiennent toujours à une gauche, mais mythifiée, elle n'existe plus. Oui. Voilà. La gauche était toujours représentée, on va dire, par les radicaux et les socialistes, c'est plus le cas. On ne sait plus où on ne connaît pas l'adresse du socialisme en France. On ne sait plus, je traduis un peu en version très populaire, puisqu'on parle du français, on ne sait plus où on habite, quoi. Boualem Sansal. C'est ça, en quelque sorte. On ne sait pas. Ensuite, on a mis la France dans une case, dans l'Union européenne. Donc, elle a été sommée, en quelque sorte, d'abandonner ce qui faisait sa particularité pour endosser un habit commun, quoi. Une langue commune. Technocratique, le langage philosophique et culturel, finalement, c'est très ringard, c'est pas efficace. Aujourd'hui, on est plus sur un langage économétrique, technocratique, administratif. Et puis voilà, il y a quelque chose dans le cerveau des Français qui est en train de s'effilocher. C'est ce qui faisait la France. C'est pas disparu totalement pour longtemps, ça peut se reconstituer. Mais bon... on va voir avec vous. Dans un instant, on va continuer cette émission dans La Vérité en face, Boualem Sansal, justement, parce que en quelque sorte, votre livre, Le français parlons-en, c'est une forme d'appel, en quelque sorte, pour essayer de réenchanter la France, et la France dans le monde, bien sûr. Oui. Comment ce sursaut est-il possible? Parce que vous dites que ce n'est pas perdu, tout de même. J'aimerais aussi vous entendre. 0826 300 300, si vous voulez dialoguer avec Boualem Sansal, il est avec nous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Allez-y. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face, et ce matin, les vérités de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien qui a acquis la nationalité française il y a quelque temps. Il se sentait menacé, ce que vous nous disiez, Boualem Sansal, en Algérie. Vous nous avez parlé de la France qui perd de sa superbe depuis des années. Oui, c'est véritablement ça, une forme de déclin. Il y a pourtant des possibilités et des espoirs que l'on entrevoit de temps en temps. Vous pensez que le pays est quand même armé pour essayer de renaître, de repartir de l'avant ou pas? Au moment où il va y avoir le nouveau Premier ministre qui va faire son discours cet après-midi, Michel Barnier. La France est désarmée, mais il y a une volonté quand même de se réarmer. Maintenant, il faut savoir comment, et tout ça, c'est pas défini précisément. Tout à l'heure, on en parlait, le président qui disait que la France, il n'y a pas de culture en France. Emmanuel Macron. La culture française n'existe pas. Il y a une culture à laquelle la France ferait partie de cette... Non.
La France a une culture que pendant des siècles elle a exportée et qui a été bien accueillie partout dans le monde, en Afrique, dans le monde arabe, l'Amérique du Sud. On avait de rêve que pour Paris, quoi, pendant très longtemps. Et puis bon, c'est le désamour, c'est la France a déçu ou parce qu'elle s'est laissée peut-être déposséder de ce qui faisait d'elle. Contrat forcé, elle a été obligée de se mondialiser à l'américaine, se européaniser selon Bruxelles. Donc, voilà. Mais une culture, Boualem Sansal, ça s'enrichit aussi des apports extérieurs, quoi. Et la culture française, elle doit s'enrichir d'apports extérieurs, non, aujourd'hui? Oui, non mais absolument. Mais voilà, il y a deux trucs. Oui. Vous allez au restaurant, c'est vous qui faites votre menu et vous avez les moyens, ou vous allez dans la gargote et là on vous impose ce que vous devez manger. Alors, bon, la France était un super restaurant où on pouvait venir et manger ce qu'on voulait, etc. Maintenant, non, le menu est imposé. Voilà. C'est l'Europe, c'est la mondialisation. Alors, c'est l'Europe, la mondialisation. Ça revient beaucoup dans votre discours et dans vos écrits, Boualem Sansal. C'est quoi? Ce sont les bureaucrates de Bruxelles, ce sont les grandes firmes internationales. C'est quoi aujourd'hui la menace, ou alors la Russie, l'islamisation dont on va parler aussi? C'est le marché, c'est le fait qu'à un moment donné, pour des raisons de rentabilité, il a fallu que le capital s'organise. C'était un capitalisme de famille, régional, local, et là, les entreprises internationales visent un marché global. Donc il faut le globaliser, il faut lui donner les mêmes règles, les mêmes standards, les mêmes couleurs, et du coup, uniformisation par le marché. C'est l'uniformisation des esprits, des comportements, et puis à un moment donné, c'est que l'État et l'administration se mettent au service du marché. Le marché a besoin, pour les 20 années qui viennent, de 15 000 ingénieurs en informatique, 26 000 ceci. Il faut les lui préparer. Oui. Et ça, on ne le fait plus suffisamment. C'est ça? Mais c'est très clair. Le grand danger de la France, c'est quoi? Les paramètres viennent du patronat qui affiche sa feuille de route, ses démarches, ses stratégies, et voilà. Et c'est donc lui qui dicte absolument tous les... oui, mais il faut... qui doit donner le tempo, alors, justement, de la France? C'est le marché. C'est ce qu'on a appelé ça la main invisible du marché. Donc, c'est le patronat quand ils se réunissent, mais ils sont rejoints aussi par des intellectuels qui croient à la nécessité de tout globaliser. Regardez, et ils ont raison par certains côtés. On rendez compte que si on continue, chacun dans le domaine écologique, chacun faisant ce qui... on a déjà détruit la planète. Donc, et peut-être que là, il faut... attention, la planète elle est finie. Les ressources sont limitées. Donc, il va falloir globaliser. D'où l'invention de comment on appelait ça, la grande... Le développement durable? Non. Non, les grands rassemblements annuels sur l'écologie. Ah oui, bien sûr, pour le climat, bien sûr, les grandes réunions du GIEC. Voilà, c'est ça. Donc, et ça participe d'une nécessité de globalisation. La sécurité. Alors, la sécurité, c'est une question très compliquée. Finalement, notre meilleur assureur, c'est nous-mêmes. Mais peut-être sur le plan des idées, oui. Mais sur le plan du matériel, on est obligé de mutualiser les ressources. Donc, il y a des processus qui, à la fois, sont centrifuges, nous obligent à sortir du pays, à chercher des alliances et à nous inscrire dans des schémas d'ensemble. Et puis, il y a des forces de rétractation. On dit, attention, c'est l'être humain comme le sucre. Quand on le met dans la tisane, ils font. Et là, alors je gagne en sécurité, mais je perds mon identité. Alors, il faut faire un choix. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on préfère mourir français ou vivre comme un sous-allemand? Mais et aujourd'hui, on n'a pas choisi. Non, c'est fini. On peut pas. Mais est-ce que l'on est capable, nous, le pays, la France, c'est ce qu'on dit souvent et ce que disent les européistes, bien sûr. La France seule, aujourd'hui, nous sommes un nain à l'échelle en fait mondiale. C'était plus la France d'il y a 50, 60 ans. Donc il faut s'allier avec les Européens pour être plus fort, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Boualem Sansal? Totalement faux, ça c'est un langage d'avocat. Ah oui, ça c'est faux. Vous dites que c'est faux. Oui, moi je vous cite, regardez la Suisse à côté qui n'a strictement rien. Et pourtant qui
domine le monde. Un Suisse reste un Suisse. Voilà. Allez vous balader en Suisse, dans l'arrière-pays, et vous allez voir ce que c'est qu'un vrai Suisse. Qui n'a pas changé, qui change pas quand il veut. Donc, ça dépend de nous. C'est un caractère français, quoi. Nous devons avoir du caractère. Mais absolument. Sinon, franchement, il faut regarder autour de soi. Un chat, c'est un chat. Un chien, c'est un chien. Un lion, c'est un lion. Si maintenant on les marie tous ensemble, on va produire certainement quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'un chien-chat ? Bon, ça peut exister. Ça peut être peut-être aussi très intéressant d'avoir des chiens-chats. Mais l'être humain est dans une... L'être humain vit dans des territoires. Je vis à l'intérieur de ma peau, je ne vais pas à l'extérieur de ma peau. C'est mon territoire. Si on me coupe le bras, c'est une ablation qui peut être terrible. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce que ça passe aussi. Le monde évolue à travers de la mixité, des rencontres sociales. Bien sûr, c'est comme ça qu'on évolue. Oui, absolument. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'histoire du restaurant. C'est vous qui faites votre menu. Par exemple, regardez par exemple de l'islam. L'islam arrive, il est là, très bien, ça interagit avec la société française, le christianisme, ça peut faire des moyennes intéressantes. Mais dans la mesure où il vient pour vous imposer quelque chose, là, il faut voir, est-ce que vous êtes prêt à accepter ou pas ? C'est une islamisation à marche forcée, progressivement en France ? C'est ce que vous dites, Boualem Sansal ? Oui, ce serait pour trop certains, long. Oui, ce serait trop long de rentrer dans l'histoire de l'islam. L'islam, par définition, est une religion, comment dirais-je... qui s'impose. Qui se propage, prosélyte. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est une religion. C'est un ordre d'Allah. Qui dit qu'un musulman, sa première mission, avant même sa vie, c'est de convertir l'autre. C'est de lui indiquer le chemin d'Allah. Alors les méthodes, au cours du temps, s'était posé la question, quelle méthode ? Comment on va porter le message de Dieu aux gens, aux ignorants comment on fait ? Il y a la prédication. Évidemment, on va tout gentiment, on l'explique, mais... Et puis, on peut être plus efficace, peut-être que on y alla avec l'épée. C'est-à-dire qu'on va à conversion obligatoire, ça prend 5 minutes. On dit, à compter d'aujourd'hui, vous êtes musulman. Attention. Donc, voilà. Ça peut être aussi... par exemple, il y a ce qu'on appelle l'islam des Lumières. L'islam des Lumières dit, moi j'apporte quelque chose qui est formidable, et ceci, cela. Mais chez les autres, il y a aussi quelque chose de formidable. Ils ont inventé les Lumières, la démocratie. Bien sûr. Faisons ménage commun. Ça existe aussi. Boualem Sansal, vous croyez ? Non, moi je suis né athée, je le suis, et j'espère le rester encore. Non, mais parfois, au fil du temps... On change, on évolue, on recherche une croyance, on recherche... Non, mais c'est vrai, moi je suis... Vous êtes un scientifique oui, mais j'ai beaucoup étudié les religions. Je suis un passionné, je les ai toutes étudiées, chacune a aussi ses pages noires, ses pages blanches, ses pages merveilleuses. Voilà. Mais au niveau de la croyance, autant je connais ces choses-là, puis je peux apprécier certains de leurs aspects, mais la croyance, l'homme, il n'y avait pas que Dieu pour croire. Là, pendant très longtemps, on a cru aux forces de la nature. Je crois que c'est encore plus beau que de croire en un personnage là-bas sur son trône. Il y a une énergie interne dans la plante, dans les arbres, l'animisme. C'est ce que vous avez recherché en étant scientifique. Voilà, et puis, je veux dire aussi, l'être humain, tout simplement, pour ce qu'il est. Nous poursuivons ensemble, Boualem Sansal, Le Français, parlons-en, aux éditions du Cerf, votre livre, et puis votre défense du français et de la France, comme vous venez de définir. On va continuer d'en parler dans un instant, et vous pouvez d'ailleurs interpeller, si vous le souhaitez, 0826 300 300, Boualem Sansal, qui est avec nous jusqu'à 10h sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Et les vérités de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien qui est mon invité. Le français, parlons-en, c'est le titre de ce livre. Alors, vous êtes très attaché à la langue, Boualem Sansal. Mais au-delà de ça, d'ailleurs, parce que vous faites un parallèle, moi, à quelques reprises, dans quelques pages de votre livre, entre la situation de la France aujourd'hui et celle de l'Algérie avant la guerre civile des années 90. Pourquoi ? C'est avec le risque et la montée d'une forme d'islamisation, c'est ça ?
Quelle est la menace? Dans la stratégie islamiste, un peu au moment où l'Empire soviétique s'effondrait, donc il levait la main sur beaucoup de pays, dont l'Algérie, les pays dits révolutionnaires. Bien sûr, et tout ça. Et donc là, il y a une opportunité pour les musulmans. Bon, les pays musulmans, arabes ou musulmans, sont indépendants maintenant. Il faut absolument les ramener. Voilà. Ils ont échappé au colonialisme français, anglais, etc. Ils se sont libérés, grâce aux Américains, de la chape de plomb soviétique. Reformons le troupeau, discours religieux, quoi. Alors l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on va sur la ligne, le panarabisme, on se revendique en tant qu'arabe, auquel cas il y a des chrétiens là-dedans, il y a des juifs, des musulmans chiites, sunnites, ou est-ce qu'on va vers le panislamisme? Voilà. Et donc là, il y a une division du travail. Bon, finalement, le panarabisme n'a pas duré longtemps. Il a suivi la chute de Moscou, parce qu'il était du type nationaliste, un panarabisme, voilà, un peu... Oui, bien sûr. Voilà, ultranationaliste. Il s'est effondré tout de suite. Il ne restait plus que le panislamisme. Alors, les cibles maintenant. Comment on va propager l'islam dans le monde? On ne va pas aller aux États-Unis, il y a 3 musulmans, donc il faut se donner du temps. Les pays maintenant où il y a beaucoup de musulmans, évidemment c'est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, et en Europe, c'est la France et la Belgique et l'Espagne, où existent des communautés musulmanes importantes. Donc on a été les premières cibles. Pour les plus radicaux, quoi. Parce qu'il y a des musulmans qui vivent très bien leur religion, et ça ne pose pas de problème, heureusement. Bien sûr. C'est même pas la peine d'en parler, c'est des gens très bien. C'est peut-être même la grande majorité. Ils sont bien, ils s'intègrent, ils sont... Probablement opposés d'ailleurs à la radicalisation des autres. Très souvent. Très souvent. Très souvent, mais seulement en tant que majorité silencieuse. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le problème d'ailleurs de la France, comme chez nous. C'est-à-dire, ces musulmans des Lumières, tout ça, où sont-ils? Ils ne s'expriment pas. Alors, on ne sait pas. Donc, c'est une... et donc, nous étions des cibles. Et un travail a commencé. D'abord, c'est inscrire l'islam dans le paysage. Parce que l'islamisation par l'environnement, c'est extraordinaire. C'est-à-dire c'est-à-dire que si je vous prends, je vous mets dans un quartier d'Alger hyper islamisé, je suis sûr que dans 6 mois, vous serez musulman. À vivre dans un environnement musulman, manger, vivre avec eux au jour le jour, vous allez trouver plein de choses. On prend la culture. Quoi. Vous prenez la culture. C'est comme quand nous, on vient en France, on arrive de nos campagnes là-bas en Afrique, on arrive ici, 5-6 ans après, on est comme tout le monde. Donc l'islamisation par l'environnement, c'est très puissant. Et puis il y a ensuite maintenant la mosquée. Il faut un repère quelconque. Ça a été les mosquées. La France, pendant longtemps, a empêché cela. Et puis, il faut des lieux de prière. Il y avait 30 mosquées il y a 40 ans. Aujourd'hui, on tourne autour de 30 000. Il y en a une à chaque tournant. Et la mosquée n'est pas qu'un lieu de culte. C'est un lieu de gouvernement. Parce que autour, il y a plein d'associations culturelles, pour la Mecque, commerciales, toutes sortes. C'est la mairie. C'est la mairie des musulmans. Donc on se marie, on organise les fêtes, on fait les collectes. Est-ce que vous croyez, Boualem Sansal, que la majorité silencieuse dont vous avez parlé peut un jour se faire entendre ? Justement. Ce serait nouveau dans le monde. C'est les majorités silencieuses. Elles ont du mal à s'exprimer. Éternellement. Alors, de temps en temps, il y a un élément parmi eux qui a ras-le-bal. Ras-le-bal de se taire et qui décide d'agir. En ce moment, il passe dans les minorités agissantes. Il devient visible. Et donc, non, on ne sait pas. Il faudrait faire des études plus sur les majorités silencieuses. Regardez, c'est le cas, tout à l'heure vous avez parlé de Rassemblement National, c'était pendant très longtemps une majorité silencieuse. Silencieuse, oui, c'est vrai, qui s'est exprimée à travers les urnes, quoi. Voilà, et puis d'un coup, une sorte de ras-le-bol. Et du coup, ils sont devenus une minorité agissante qui risque de devenir,
probablement va devenir... Avec une influence, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Boualem Sansal, le français, parlons-en aux éditions du Cerf. Merci d'être venu pour vos vérités sur Sud Radio, dans La Vérité en face. On se retrouve demain. Dans un instant, c'est Christine Bouillot et Gilles Gansman jusqu'à midi. Et ensuite, évidemment, comme chaque jour, André Berkoff. Et puis ce soir, dans Les Vraies Voix, entre 17h et 20h, on reviendra bien sûr sur le discours de politique générale cet après-midi de Michel Barnier.